Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir avec tout d'abord cette question. Le Brexit va-t-il causer la prochaine crise financière mondiale? 15 jours après sa sortie de l'Union européenne, la Grande-Bretagne est fébrile. Immobilier en chute libre, fermeture de fonds d'investissement, le cours de la livre qui s'effondre. Au FMI aujourd'hui, Christine Lagarde s'est voulue rassurante, mais qu'en est-il réellement? Débat à suivre dans cette édition. Un procès pour harcèlement moral. Les ex-dirigeants de France Télécom sont dans le collimateur du parquet de Paris. Une politique massive de déstabilisation des salariés a-t-elle été mise en place? C'est la question à laquelle devront répondre les magistrats. 35 salariés de France Télécom se sont donné la mort entre 2008 et 2009. Cette vague de suicides avait posé la question du bien-être au travail. Ce sera notre second débat ce soir. Et puis, à la fin de cette émission, un document exclusif, la dernière interview filmée de Michel Rocard. Aujourd'hui, la Nation lui a rendu hommage aux Invalides. En mai dernier, Tristan Dessert et Clément Laborde rencontraient l'ancien Premier ministre pour un documentaire sur le tournant de la rigueur qui sera diffusé en octobre sur notre antenne. Vous en verrez un long extrait tout à l'heure. Mais on commence cette émission tout de suite avec les repères de l'actualité présentés par Sophie Normand-Couturier. Bonsoir, ces dernières volontés ont été respectées. Triple hommage ce jeudi à Michel Rocard, 5 jours après sa disparition. Hommage dans un temple protestant ce matin avant un hommage national rendu aux Invalides. De nombreuses personnalités politiques et une bonne partie du gouvernement étaient réunies autour de Manuel Valls. Dans un éloge truffé de références à l'actualité, François Hollande a lui salué une grande et belle figure de la République. On écoute tout de suite le chef de l'État. Entré à 19 ans en socialisme, moins pour un parti auquel pourtant il est resté fidèle toute sa vie, que pour l'idéal qu'il portait, auquel il n'a jamais dérogé, la paix et la liberté. Son socialisme n'a jamais eu de frontières. Il était le fils de l'Internationale bien plus que de la SFIO. Et son premier combat fut pour la décolonisation et contre la guerre d'Algérie. Hommage en 3 parties donc qui s'est achevé au siège du Parti socialiste. Cela faisait bien longtemps que la famille socialiste ne s'était pas retrouvée unie. Sandra Cerquera. Michel Rocard l'avait demandé dans son testament, un hommage au siège du Parti socialiste avec une intervention de Manuel Valls, le Premier ministre qui se dit aujourd'hui orphelin. Toute disparition est une douleur, nous ressentons bien. Mais certaines laissent le sentiment que notre vie, nos parcours, le monde tout simplement tel que nous le vivons, ne seront plus jamais tout à fait comme avant. Solferino noir de monde, la gauche unit-elle une famille? Cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Tous réunis, ministres, frondeurs, anonymes, pour rendre hommage à Michel Rocard, l'intellectuel, l'homme d'État et le militant durant 70 ans. Tous réunis au moment où le Parti socialiste traverse l'une des crises les plus graves de son histoire, comme l'avait répété Michel Rocard lui-même en décembre dernier. Aujourd'hui, tous gardent un enseignement de son action, une action et des idées qui, pour certains, ont su s'imposer au PS. Serait-ce la mort des taxis? Le gouvernement propose ce soir un fonds annuel de 100 millions d'euros, pour compenser la chute de la valeur des licences de taxi face à l'émergence des VTC. Ces 2 secteurs devraient prochainement être consultés au sujet du financement de ce fonds. 47,8 millions, c'est le coût des fraudes aux allocations familiales pour la seule année 2015. Elles ont augmenté de 21% en un an seulement. Une hausse exceptionnelle que nous explique Mounir Soussi. Dans sa volonté de lutter contre les fraudes, la CAF a renforcé la surveillance en effectuant près de 166 000 contrôles en 2015. Premier constat, le nombre de cas a augmenté de plus de 20%, avec près de 40 000 fraudes constatées. Cette augmentation se traduit sur le montant des prestations perçues de manière illicite. La CAF l'estime à 247 millions d'euros en 2015, une hausse de près de 20%. 640 agents effectuent les opérations de contrôle. Leurs effectifs ont été renforcés avec le recrutement de 42 personnes. Les CAF s'appuient sur des croisements de données avec Pôle emploi ou la Direction générale des finances publiques pour recouper les déclarations des bénéficiaires. Autre moyen de surveillance, les contrôles à domicile. Chaque année, les caisses d'allocation familiale versent à près de 12 millions d'allocataires 70 milliards d'euros de prestations. La fraude représente moins de 0,5% de ce total.
Prison, peine d'inéligibilité de 5 ans et plusieurs millions d'euros d'amende. C'est un lourd réquisitoire qui a été prononcé contre Serge Dassault. Le sénateur Les Républicains est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale. Les détails avec Stéphane Amalian. En cause, 4 fondations et sociétés basées aux îles Vierges britanniques, au Luxembourg et au Liechtenstein qui ont abrité jusqu'à 31 millions d'euros en 2006, 12 millions d'euros en 2014. L'origine de ces fonds reste indéterminée, même si le sénateur de l'Essonne affirme qu'ils proviennent de placements effectués par son père, Marcel Dassault. Le parquet financier a requis 5 ans d'inéligibilité, 9 millions d'euros d'amende et 2 ans de prison avec sursis. Au tribunal correctionnel de Paris de prononcer la décision définitive. Mais déjà, le parquet estime que l'industriel ne peut décemment continuer à siéger au Sénat, notamment en tant que membre de la commission des finances. Si l'inéligibilité était confirmée, celle-ci pourrait ne prendre effet qu'après les élections sénatoriales de 2017, date à laquelle le siège du sénateur sera renouvelable. Y aura-t-il un procès aux assises dans l'affaire Clément Méric? C'est en tout cas ce que demande le parquet. Sont visés 4 skinheads impliqués dans la rixe qui avait coûté la vie à ce militant antifasciste. C'était en juin 2013 à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé l'étudiant et d'avoir causé sa mort sans intention de la donner. Il appartient maintenant au juge d'instruction de décider d'ordonner un procès. Et c'est l'heure du premier débat. On s'intéresse aux conséquences du Brexit 2 semaines après le référendum. Effectivement, immobilier en chute libre, fermeture de fonds d'investissement, le cours de la livre qui s'effondre. Alors le Brexit va-t-il provoquer la prochaine crise financière mondiale? Christine Lagarde s'est voulue rassurante aujourd'hui. Le Brexit a peu de risques de provoquer une récession planétaire, a dit la présidente du FMI. Qu'en pensent nos invités ce soir? Débat dans quelques instants. Mais avant, on va faire le point sur la situation sur les marchés aujourd'hui avec Julie Hulin. Sommes-nous à l'heure d'une nouvelle crise financière? Près de 2 semaines après l'annonce du Brexit, un vent de panique souffle sur la Grande-Bretagne. Des banques affaiblies, une livre sterling au plus bas, un triple A envolé. Mardi, le gouverneur de la Banque d'Angleterre a incité les banques à ouvrir les vannes afin de soutenir une économie britannique en proie aux craintes de récession. Et depuis quelques jours, un autre marché s'affole. 6 grands fonds immobiliers britanniques ont successivement et brutalement suspendu leur activité face à l'afflux des demandes de retrait d'investisseurs anxieux. Résultat, 17 milliards d'euros d'actifs immobiliers gelés, parmi lesquels des entrepôts, des centres commerciaux ou encore des bureaux. Un très mauvais signal qui rappelle les prémices de la traumatisante crise des subprimes de 2007 et qui permet de craindre une contagion rapide au système bancaire européen. Allez, on parle de cette situation financière avec nos 3 invités ce soir. Christopher Dambic, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Économiste, vous êtes à la tête de l'unité analyse macroéconomique de Saxo Bank France. Stéphanie Villers, bonsoir. Merci également d'être avec nous. Chef économiste à Humaniste. Et puis, vous contribuez également à plusieurs sites Internet auxquels vous apportez votre expertise économique, bien sûr. Et puis, Jean-Louis Gombaud est avec nous sur ce plateau, notre éditorialiste économique. Première question, est-ce que l'éclatement de la bulle immobilière anglaise est la conséquence directe, selon vous, du Brexit, ou est-ce qu'elle aurait eu lieu quoi qu'il arrive? Alors pour l'instant, parler d'éclatement de la bulle immobilière est un peu précipité. Et on a vu un tassement de la hausse des prix avant le Brexit. Effectivement, c'était lié tout simplement au fait qu'il y avait une incertitude de la part des investisseurs concernant l'issue du référendum. Et finalement, ils avaient tout à fait raison. Mais ce qui est important de voir, c'est que depuis à peu près 2013, on a eu une hausse des prix immobiliers à Londres d'un peu plus de 30%. Donc la bulle immobilière, oui, c'est vertigineux et elle est toujours bien là. La question, c'est de savoir si ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire l'inquiétude des investisseurs, va se transformer en déclencheur d'éclatement de la bulle immobilière. Effectivement, ça c'est le gros risque à présent. Donc selon vous, on est sur plutôt un réajustement maintenant? On est sur un réajustement dans l'immédiat, on n'est pas du tout sur une phase d'éclatement. En tout cas, il serait trop précipité d'évoquer ce terme. Stéphanie Villers, c'est également votre point de vue? Voilà, moi je pense que la première conséquence du Brexit, ça a été la baisse de la livre sterling, l'effondrement même, parce que ça a baissé, ça a chuté de 10% en séance. Et puis alors, qu'est-ce que se sont dit les investisseurs étrangers? Ils se sont dit, bien, on va retirer nos liquidités, parce qu'on rentre dans une sphère d'incertitude.
incertitude. Donc effectivement, ils ont essayé de vendre leurs investissements dans les fonds immobiliers parce qu'ils s'attendent effectivement à une moindre croissance sur la Grande-Bretagne. Donc ce qui a fait de nouveau chuter la livre sterling. Donc pour moi, si vous voulez, la première conséquence du Brexit, c'est pas tant sur les fonds immobiliers, c'est la chute de la devise britannique. Ouais, et qui risque de perdurer et qui risque effectivement de faire un effet boule de neige. Ouais. C'est évidemment le plus inquiétant. Pour moi, oui, c'est là où ça s'est cristallisé. C'est sur la livre. Oui. Jean-Louis Gombault. Il s'agit bien de fonds immobiliers pour l'instant. Il ne s'agit pas de prix de l'immobilier qui se serait effondré comme ça en 15 jours, ce qui serait proprement spectaculaire. Alors, il s'agit de fonds immobiliers, c'est-à-dire des sociétés qui sont propriétaires d'un parc immobilier, ça a été dit dans le reportage à l'instant, des fonds de commerce seulement et des bureaux. Ces gens-là se sont dit, avec le Brexit, l'immobilier de bureaux, ces gens-là se sont dit, mais tout le monde dit d'ailleurs qu'il va y avoir la récession. Or, en Grande-Bretagne, vraiment, beaucoup reposent sur l'immobilier. Autrement dit, les bureaux vont se vider et notamment les étrangers vont partir, qui font marcher la machine. Il faut savoir, par exemple, que l'immobilier, en général, 5% des acquéreurs d'immobilier à Londres, ce sont des Français. Et 40% des acquéreurs d'immobilier à Londres, ce sont des étrangers, des non-britanniques. Donc, alors, si ces gens-là s'en vont pour cause de récession ou bien parce que les choses vont se déplacer, eh bien, évidemment, les fonds immobiliers qui sont propriétaires de ces locaux, eh bien, ils vont avoir un certain nombre de problèmes. Donc, les gens se disent, attendez, moi, je suis actionnaire de ces fonds immobiliers, je retire mon argent et les fonds ont gelé les ventes parce qu'ils ont dit on n'a pas les liquidités suffisantes pour payer les actionnaires qui veulent se retirer de ce business. Donc c'est un peu cette mécanique-là. Donc pour l'instant, ça n'atteint que ces fonds bien particuliers qui sont liés à des perspectives. Réside dans le pour l'instant. Pour l'instant, oui, parce que c'est lié à une anticipation que le Brexit va faire mal. Mais il faut démontrer que le Brexit va faire mal. Donc, ce qui va vraiment faire mal, oui. Il faut le démontrer. Moi, je dis que ce n'est pas sûr du tout, à terme. Bon, donc il faut le démontrer, et à partir de là, ça peut revenir dans l'ordre. Donc, donc on ne peut pas parler d'un crack comme on en a connu en 2008. On n'est plus dans un climat d'incertitude, en fait, c'est ça qui pèse. Les marchés n'aiment pas l'incertitude. Les marchés n'aiment pas l'incertitude, et ça, c'est vraiment le gros problème aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important de souligner, c'est que l'attitude aujourd'hui des fonds est complètement responsable. C'est-à-dire, ils sont face à une panique des investisseurs. Au lieu, d'ailleurs, ils ne pourraient pas tout simplement délivrer l'ensemble des liquidités qui sont demandées, mais au lieu d'agir dans la panique, ils décident de tout geler. Et c'est certainement la meilleure attitude, parce qu'on aura dans tous les cas un peu plus de visibilité au cours de l'été, même si bien sûr il faudra attendre la rentrée pour savoir quel va être le leader au niveau du Parti conservateur, et donc quelle va être la feuille de route avec l'Union européenne. Dans tous les cas, il faut attendre. On est encore finalement que 15 jours après le résultat du référendum. C'est tout à fait normal d'être dans cette phase d'incertitude et de panique. Oui, ce qui joue beaucoup aujourd'hui, c'est ce vide politique quand même. En Grande-Bretagne. Absolument. Et puis, est-ce que cet article 50 va être déclenché, activé, ce qui va donner lieu à des négociations qui vont durer 2 ans? C'est pour ça, moi, je pense que l'incertitude va perdurer et forcément, il y aura une incidence économique néfaste sur la Grande-Bretagne. Je ne vois pas d'issue positive ou indolore sur l'économie britannique en cas au moment du déclenchement Donc, du Brexit. Impact sur l'économie britannique, impact passera par la monnaie. Certaines banques européennes qui pourraient être déjà fragilisées, notamment... je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Pour l'instant, il y a effectivement des banques italiennes qui sont un peu déstabilisées, mais c'est pas lié. Elles y étaient avant, donc c'est pas... Oui, il y a des banques qui sont déjà très fragilisées, mais c'est pas lié au Brexit. Ce qu'on voit par contre en zone euro, c'est que la monnaie unique, elle n'a pas été déstabilisée par l'annonce du Brexit. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les investisseurs étrangers qui avaient mis une partie de leurs fonds en Grande-Bretagne vont chercher à réorienter autre part. Et autre part, c'est quoi? C'est vers des zones de stabilité. Et la zone euro, en fait, elle nous démontre bien que c'est une zone de stabilité monétaire, puisque l'euro n'a absolument pas dévissé par rapport aux autres monnaies à l'annonce du résultat du référendum. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est aussi comme ça que vous l'avez analysé, Jean-Louis. Alors moi, je suis d'un naturel pessimiste, mais sur cette affaire, je suis plutôt optimiste. Je veux dire par là que, par exemple, on va dire, est-ce que les banques vont manquer de liquidités?
Mais attendez, ça me paraît absolument improbable. Nous ne sommes pas dans la situation de 2008 où effectivement il y a eu un étranglement de liquidité, une incapacité pour les banques de se refinancer sur le marché. Bien sûr, le Royaume-Uni n'appartient pas à la zone euro, mais la Banque Centrale Européenne distribue chaque mois de 80 milliards d'euros dans le circuit qui, quelque part, se retrouve, d'ailleurs, quelque part, ça se retrouve certainement pour une bonne part à Londres, puisque Londres recycle un peu cet euro, et c'est d'ailleurs un sujet de litige avec, compte tenu du Brexit. Donc, je n'arrive pas à imaginer le scénario catastrophe du Brexit à terme. Je dis ça parce que la dernière fois que je crois que j'étais avec vous sur ce plateau pour parler des conséquences, on était avant, et j'ai dit ça sera business as usual si vote non. Et effectivement, quand je vois ce qui se passe, je me dis quand même c'est pas business as usual, c'est quand même quelque chose. C'est donc quelque part. Je pense que ça reflète que la situation économique est mauvaise, c'est-à-dire que le moindre prétexte, et notamment le Brexit en est un de taille, déclenche des mécaniques négatives. Ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur la situation des banques, notamment on vient de parler juste à l'instant de l'Italie, et quelque part il y a une telle, comme vous disiez tout à l'heure, une défiance vis-à-vis de l'incertitude, qu'on dit oulala, c'est quelque chose d'absolument nouveau, et donc, mais en définitive, je n'arrive pas à peser la gravité de la situation sur le Brexit lui-même. Oui, à tel point que Christine Lagarde a quand même dû intervenir aujourd'hui et se montrer rassurante. Elle essaye d'être rassurante, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans les prochains mois, lorsqu'on aura les résultats de la croissance, etc., tout le monde va accuser le Brexit d'avoir entraîné un ralentissement. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que les indicateurs nous montrent bien qu'il y a déjà un ralentissement de l'activité économique au niveau européen, donc côté britannique, mais aussi côté Europe continentale, depuis déjà quelques mois. Le Brexit va simplement accélérer cette tendance au ralentissement de la croissance. Bien évidemment, plus vite on saura quelle sera la feuille de route du Royaume-Uni, malheureusement, politiquement, ça semble assez être compliqué à cet égard, plus vite les investisseurs reviendront assez aisément. On est, par exemple, au niveau de notre structure en contact avec des investisseurs au Moyen-Orient. C'est vrai qui investissent très largement, notamment dans l'immobilier à Londres, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont complètement en position attentiste. Mais pour autant, ils ne reviendront très clairement à Londres lorsque, dans peut-être 6 mois, la situation se sera améliorée. Donc, sur le long terme, je suis assez d'accord avec vous, le Brexit pourrait être finalement assez favorable pour l'économie britannique qui a des ressorts très importants et qui reste une place attractive. Et quel pourrait être l'impact sur la croissance française? Le secrétaire d'État au budget, Christian Eckert, a parlé de moins 0,1, moins 0,2 points. Alors, il n'en sait rien. En moins. Il n'en sait rien. En fait, comme il n'en nous, sait rien, d'accord. En tout cas, comme moi, il n'en sait rien. 0,1, 0,2. Je dis simplement une chose suivante. J'étais très étonné quand il a ça ce matin, 0,2. Vous savez ce que c'est 0,2% pour le budget de la France? C'est 2 milliards d'euros. Pour le budget. 2 milliards d'euros, c'est ce qu'a dit M. François Hollande. D'ailleurs, je baisserai l'impôt 2 milliards d'euros en 2017 si la croissance est supérieure, c'est-à-dire passe de 1,5 à 1,7. Donc, autrement dit, il est en train peut-être de nous dire oui, mais il y a eu 0,2% à cause du Brexit et quelque part la baisse d'impôt de 2017, vous ne la verrez sans doute pas. C'est un scénario un petit peu science-fiction, je vous fais là. Ouais. Stéphanie Villers, comment vous voyez-vous l'impact sur l'économie française? Alors, à la fois je dirais du négatif à court terme, mais du positif à long terme. Le négatif, c'est que la Grande-Bretagne, c'est notre premier excédent commercial. C'est-à-dire qu'on exporte beaucoup plus qu'on importe. Et ça, effectivement, si la livre sterling continue de baisser, effectivement, nos produits vont être plus chers et donc on risque de moins vendre vers la Grande-Bretagne. Mais après, en fait, je pense que cette longue période de négociation déclenche une opportunité pour la place financière parisienne pour récupérer une partie de ces Français qui étaient partis faire la richesse de la City et pour les attirer, pour qu'ils reviennent et pour qu'eux-mêmes viennent développer cette place parisienne. Et d'ailleurs, hier, sur Paris Europlace, sur le débat, il y avait effectivement cette intention, même politique, cette volonté de développer la place parisienne. Tout à fait. Le gouvernement veut prendre des mesures pour renforcer l'attractivité de la place financière française. Oui, Jean-Louis? Simplement, on imagine l'évolution du discours. On commence le quinquennat en nous disant « mon adversaire, c'est la finance ». Et le Premier ministre arrive de dire que la finance vienne chez nous, par ici la bonne soupe. Alors c'est étonnant politiquement comme revirement, c'est-à-dire si l'adversaire c'est la finance, il faut qu'elle reste à Londres. Ça s'appelle être opportuniste. Mais maintenant, la donne a changé. La donne a changé. Les Français qui sont partis là-bas, c'était pour des rémunérations plus élevées et une fiscalité plus souple. Ils y vont avec l'intention de créer, de se constituer une épargne beaucoup plus rapidement que s'ils étaient restés en
France, en fait. Mais avec la dévaluation, encore, je reviens, parce que c'est vraiment là où va se concrétiser les problèmes. Avec la dévaluation de la livre sterling, si elle se poursuit, il y aura une perte de pouvoir d'achat de ces Français et aussi une perte de patrimoine. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont revenir en France, eh bien, en euros, ça fera moins que prévu par rapport à une livre stable. Donc, je pense que les expatriés sont certainement en train de se poser ou vont se poser la question de l'intérêt de rester sur place. Oui. Pour renforcer l'attractivité de la place financière parisienne, quelles mesures seraient intéressantes à prendre, Christopher Dambic? Je crois que le gros point aujourd'hui, et c'est ce qu'on constate, que ce soit au niveau des institutions financières, même des fintechs aussi, il y a beaucoup de Français qui ont créé des fintechs à Londres et qui pourraient être intéressés de revenir au niveau de l'Europe continentale, c'est le point de la fiscalité. Ça, c'est vraiment le point qui pêche le plus au niveau français. Le gros handicap de la France. Complètement, parce qu'en termes de technicité des employés en France, nous avons très bonne compétence d'ailleurs dans la finance, les étudiants français s'exportent très bien à Londres. En termes de structure, c'est relativement bon. Europlace, je dois reconnaître, a fait un très bon lobbying et a annoncé de très bonnes mesures grâce au gouvernement, mais la fiscalité va être le problème sur le long terme. Vous avez certains business... Les taux élevés et l'instabilité aussi. Complètement. Vous avez l'instabilité fiscale qui est aussi l'autre gros problème. Alors que sur certains segments dans la finance, autant aller au Luxembourg, on sait tous pourquoi, que d'aller à Paris. Donc ça va être que la France aujourd'hui en concurrence directe avec Luxembourg et Francfort pour attirer de nouveau des responsables dans la finance. La fiscalité, c'est majeur. Bien sûr, c'est majeur. Et vous parlez d'instabilité fiscale, mais les Britanniques en font, mais à l'envers, si vous voulez. Puisque oui, on va en parler. Le ministre a déjà dit qu'il avait baissé l'impôt sur les sociétés, mais il l'avait déjà dit avant le Brexit. Attention, la City, c'est pas simplement la défense. Paris La Défense en plus grand. C'est autre chose, c'est une industrie. C'est pas seulement des gens qui savent manier les ordinateurs, acheter et vendre des obligations, recycler des euros, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Londres est un paradis juridique. Il n'est pas simplement un paradis fiscal. C'est aussi un problème de la notion même du contrat, ce qui est complètement contradictoire avec notre propre façon de voir les choses. C'est le contrat, c'est-à-dire le contrat est au-dessus de la loi dans le business britannique. Faire ça en France, vous imaginez déjà qu'actuellement on a plein de gens dans la rue parce qu'on veut que le contrat de travail soit soumis à l'accord d'entreprise, c'est quelque chose, c'est un aspect révolutionnaire. Donc croire que les gens, et on peut toujours avoir des miettes, mais croire qu'il y a, c'est pas seulement l'expertise, c'est, j'allais dire presque un truc de civilisation qui est différente de la France. Donc il y a un aspect un petit peu, à mon avis, comment dirais-je, prendre ses désirs pour des réalités en disant je vais mettre 5 ou 6 immeubles de plus à la Défense et je vais y mettre les cadres qui travaillent à Londres, et il y en a quand même à peu près une trentaine de milliers. C'est surtout une volonté de revanche après le tapis rouge qui avait été déroulé par Cameron après la taxe. Donc c'est peut-être possible, mais il faut bien voir qu'il y a une révolution culturelle. Si on veut vraiment le faire, il y a une révolution culturelle à faire en France si on veut que la City s'établisse à Paris La Défense. Oui, vous êtes d'accord, Stéphanie Villers? Oui, il y a effectivement un cadre légal et institutionnel qui est ultra contraignant en France, contrairement à la Grande-Bretagne. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut attirer... L'objectif, c'est il y a 150 000 Français à Londres qui travaillent essentiellement à la City. L'objectif du gouvernement affiché, c'est 30 000. Peut-être que ça, c'est jouable. C'est pas non plus, c'est pas tous les récupérer, c'est en récupérer une partie. Il faut savoir que ces Français ont reçu leur formation d'excellence sur les bancs de l'université française. C'est les plus payés de la City. Ce sont les gens qui sortent de Polytechnique, 2, les gens qui sortent de Centrale, les plus payés à Londres. Et les HEC est en 5e position. C'est-à-dire que les gens qui sortent des grandes écoles françaises sont extrêmement bien rémunérés à Londres, beaucoup plus évidemment. Ils sont quand même à 100 000 $ annuels. C'est quand même extraordinaire. C'est des salaires qu'ils n'auraient pas en France. Donc il faudrait voir un peu comment on pourrait faire la grille des salaires chez Humanis ou chez d'autres... Humanis, c'est un groupe de production sociale. Voilà. Donc il faut voir l'ensemble de ces choses-là. Ouais. Et quand la Grande-Bretagne évoque effectivement une baisse du taux de l'impôt sur les sociétés à 15%, est-ce que vous croyez à une possibilité que la City se transforme en paradis fiscal aux portes de l'Union européenne, Christopher Dambic? Non, ça me paraît complètement improbable. À mon avis, il faut interpréter la baisse de la fiscalité qui était déjà quand même prévue. Le gouvernement Cameron avait enclenché ce processus avant, dans tous les cas, le référendum. C'est surtout une mesure compensatoire pour que les entreprises britanniques continuent
d'investir. Parce qu'aujourd'hui, le gros souci, lorsqu'on a de l'incertitude, on n'investit pas, donc on ne va pas embaucher. Donc avec un taux d'impôt sur la société qui est un peu plus faible, ils espèrent tout simplement que cela va les inciter à continuer à investir. Je pense que ça se résume à cela. Le paradis fiscal du côté britannique, c'est aussi illusoire que d'avoir Paris qui devienne la première place financière européenne. On cherche un peu à se faire peur, c'est ça ? Oui, effectivement, l'outil de la baisse de la fiscalité a été utilisé, toujours utilisé par les Britanniques. On peut s'en lasser aussi. Apparemment, ils n'ont pas trouvé d'autres solutions pour calmer le jeu que encore nous abaisser le taux de la fiscalité. C'est pas forcément la meilleure des solutions. Oui, puis on imagine que dans les négociations qui vont commencer entre la Grande-Bretagne et les instances européennes, ces questions fiscales vont aussi jouer. Dans les accords de libre-échange, on doit quand même respecter non, pas la fiscalité un peu... proprement dite, parce que ça c'est de non, on doit respecter les standards fiscaux de l'OCDE. Évidemment, le droit de traiter l'euro, le droit de tout ce choses-là. Moi, vous savez, un divorce en France, il y a si vous avez un divorce avec contentieux, généralement, c'est 3 ans de négociation. Par contre, un divorce à l'amiable, c'est 3 mois. Donc, 3 ans pour négocier le divorce avec le Royaume-Uni, ça me paraît tout à fait respectable. Et évidemment, on entre dans une période d'incertitude pour savoir comment cette affaire-là va être réglée, car ce qu'a fait l'élite politique britannique, et il y a quelque chose, on critique beaucoup les hommes politiques en France, mais voilà des gens quand même qui ont joué à la roulette russe et qui filent à l'anglaise. Oui. C'est quand même un peu extraordinaire comme façon de procéder et effectivement de négocier. Alors que le personnel généralement diplomatique a une réputation de très haut niveau dans les instances internationales, voire que les principaux ont cette attitude, c'est absolument extravagant. C'est absolument extravagant. La d'escampette. Du coup, oui, ce que vous venez de dire, on souffre quand même une période de négociation qui va être très longue. Comment vous voyez les choses là pour conclure ce débat dans les semaines à venir? Comment va se passer l'été sur les marchés financiers, Christopher Dambik? On sait très bien que sur les marchés financiers, ce sera dans tous les cas mouvementé. Vous avez bien sûr le Brexit. Donc vous n'allez pas prendre de vacances? Courte en tout cas. Oui. Vous avez le Brexit, mais vous avez encore, comme l'été dernier, la perspective d'une dévaluation de la monnaie chinoise qui est, du point de vue de nos investisseurs, le principal risque. Stéphanie Villers? Moi, ça va être. Je pense que la période d'incertitude va se prolonger et ça va effectivement menacer l'économie britannique à travers sa monnaie. Jean-Louis, moi, je pense que quelle doit être la bonne attitude dans ces négociations? C'est une attitude de quel est notre intérêt? Pas punir les Anglais ou pas faire un exemple à travers la question anglaise. Il faut avoir une attitude qui est, en fin de compte, quel est notre intérêt? Et à partir de là, on peut négocier. Mais si la stratégie, ça consiste à dire on va te piquer ton business et on va montrer aux autres que s'ils veulent sortir, ils vont le payer cher, je pense qu'on n'arrivera à rien du tout. Donc les choses sont mal enclenchées. Quand on dit qu'on veut récupérer la place financière, les choses sont mal enclenchées. Alors. Je pense que quelque part, oui, mais ça se fera. C'est pas parce qu'on le veut que ça se fera. Si ça doit se faire, ça se fera. Donc une attitude qui ne soit pas une attitude agressive de punition, mais une attitude de négociation à partir de ce qui est nos intérêts, le langage que les Britanniques comprendront parfaitement. Oui, tout dépend qui on aura en face de nous du côté britannique pour discuter. On aura un Britannique. Ils vont penser d'abord à leur intérêt. Et même peut-être une femme, Jean-Louis. Ils risquent d'abord de penser à leur intérêt plutôt qu'au nôtre. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester... Il y a un rapport de force, bien sûr. Eux, ils veulent effectivement avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est ce qu'on a bien compris. Et c'est pour ça que les négociations avec Bruxelles vont être difficiles, puisque si Bruxelles ne peut pas tout lâcher pour la Grande-Bretagne. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau pour en débattre ce soir, malgré une soirée football. Tout de suite, il est 22h30, on retrouve Sophie Normand-Couturier pour refaire un point sur l'actualité. Lourd réquisitoire à l'encontre de Serge Dassault, accusé d'avoir caché pendant 15 ans des dizaines de millions d'euros au fisc sur des comptes à l'étranger. Le sénateur Les Républicains ne doit pour le parquet plus siéger au Sénat. Il a requis 5 ans d'inéligibilité, 2 ans de prison avec sursis et 9 millions d'euros d'amende. Il avait laissé un testament très précis concernant ses funérailles. 5 jours après sa disparition, Michel Rocard a reçu un triple hommage. Hommage dans un temple protestant ce matin avant un hommage national rendu aux Invalides en présence de nombreuses personnalités politiques. Enfin, hommage au siège du Parti socialiste. Je vous propose d'écouter la sénatrice Catherine Tasca.
Au gouvernement, il a été un patron remarquable parce qu'il était à la fois un homme de décision et un homme d'écoute, de dialogue. Et le dossier sur lequel je l'ai le plus admiré, c'est celui de la Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que dès le départ, en 88, il m'a intéressé à sa démarche. C'est un legs formidable parce que ça se concrétise sur un territoire et 30 ans après, nous sommes encore dans la démarche qui était la sienne. En finir avec les marchands de sommeil, c'est l'objectif d'une proposition de loi présentée par 2 sénateurs. Dans leur collimateur, ces propriétaires de biens insalubres qui louent leur logement à des prix élevés. Les personnes en difficulté sociale en sont souvent les premières victimes. Elles se retrouvent parfois entassées en grand nombre dans des appartements vétustes. Le récit de Cécile Sixou. 20 mètres carrés insalubres pour 1 000 €, c'est le type de logement loué par ceux que l'on appelle les marchands de sommeil. Aujourd'hui en France, il y en a entre 400 000 et 600 000 et près d'1 million de personnes sont victimes de ces bailleurs. Ces marchands de sommeil continuent leur activité en toute impunité grâce à des sociétés écrans, à des subterfuges. On ne réussit pas à les attraper, à les sanctionner. Et donc nous faisons une proposition de loi pour être beaucoup plus fort, beaucoup plus rigoureux, donner des moyens à la justice pour sanctionner ces personnes qui vivent sur la misère humaine. Plus de moyens, la proposition de loi prévoit la nomination d'un sous-préfet dédié à la question de l'habitat insalubre, mais aussi de donner la possibilité aux associations de se porter partie civile et enfin de toucher ses propriétaires au porte-monnaie. Une injustice et un état de mauvaise foi qui joue la montre. 50 ans après les essais nucléaires en Polynésie française, des collectifs de défense des victimes pointent du doigt un manque de reconnaissance et de réparation. Une situation dénoncée par la sénatrice écologiste Aline Archimbaud. On l'écoute tout de suite. Nous avons, l'État français, la France a une dette envers les populations polynésiennes, envers les salariés qui ont travaillé parfois pendant 20 ans sur l'atoll de Mururoa, les militaires qui ont été envoyés là-bas. Or, on constate que la loi Morin fonctionne très peu, très mal. 20 dossiers indemnisés sur les 1000 qui avaient été constitués. Il y a des dégâts sanitaires, environnementaux énormes. Il n'y a toujours pas d'études épidémiologiques. L'État français joue la montre. Mais ça, c'est inadmissible. Il faut absolument que ça change. J'espère que le Parlement se fera entendre sur cette question. Et tout de suite, place au second débat. On se dirige vers un procès du harcèlement au travail dans l'affaire de la vague de suicides chez France Télécom. On en discute avec vos invités, Perrine. Effectivement, le parquet a demandé aujourd'hui le renvoi en correctionnel de l'ex-patron de France Télécom, Didier Lombard, et de 6 autres dirigeants de l'entreprise. Ils sont donc soupçonnés d'avoir mis en place une véritable politique de déstabilisation des salariés. 39 victimes sont citées pour l'instant. Alors, retour sur cette affaire avec Marie Brémaud et on en débat avec nos invités juste après. Il évoquait une mode du suicide. C'était en 2009. Didier Lombard, alors à la tête du groupe France Télécom, faisait face à une vague de suicides de ses salariés. 60 personnes au total, dont 35 entre 2008 et 2009 se donnaient la mort. Alors, sur le chemin de la privatisation, le groupe voulait supprimer 22 000 postes et procéder à 10 000 changements de métier. Après 4 ans d'enquête, le parquet de Paris réclame aujourd'hui le renvoi au procès de Didier Lombard, mais également de 6 anciens hauts responsables du groupe de télécommunications. Le ministère public, dans ses réquisitions, dénonce un climat professionnel anxiogène. Incitation répétée au départ, mobilité forcée, surcharge ou absence de travail, réorganisation tout azimut. Mais pour le syndicat CFE-CGC, la qualification de harcèlement moral est insuffisante. Nous demandons à ce qu'il y ait une requalification en mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire au regard de la gravité des faits, au regard de la violence sociale que ces dirigeants ont exercée. France Télécom, un nom désormais associé à la souffrance au travail. Première entreprise du CAC 40 à avoir été mise en examen pour harcèlement moral.
Ce serait donc effectivement la première affaire de harcèlement à grande échelle jugée dans une entreprise de cette taille. On en discute ce soir avec 4 invités en plateau. Tout d'abord, Valérie Duez-Ruff, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris et de Madrid et vous êtes spécialiste des risques psychosociaux. Avec nous également Arnaud Mias, vous êtes sociologue du travail. Vous enseignez, bonsoir, à Paris-Dauphine et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « Les risques professionnels. Peut-on soigner le travail ?» C'est aux éditions Ellipse. Jean-Louis Lascou, bonsoir. Vous êtes président de l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, également vice-président de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Merci également d'être avec nous. Et enfin, Patrick Legeron, bonsoir. Vous êtes psychiatre, fondateur du cabinet Stimulus, spécialiste du burn-out. Et vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le stress au travail, un enjeu de santé ». C'est aux éditions Odile Jacob. D'abord sur l'affaire France Télécom, de telles réquisitions contre une société du CAC 40, c'est quand même assez exceptionnel en France. On va peut-être commencer avec vous, spécialiste du droit en la question. C'est vrai que c'est une première, mais il y a quand même d'autres entreprises comme Renault qui ont rencontré des problèmes assez graves dans leur entreprise. Donc, il est à craindre... Mais pas à cette échelle peut-être. Pas à cette échelle, non, fort heureusement. Mais il est à craindre que ça initie un mouvement. Je vous ai vu regarder avec attention tout à l'heure le reportage, notamment l'intervention du syndicaliste sur la définition effectivement du harcèlement moral. Est-ce qu'on parle de harcèlement moral dans le cas de France Télécom? Est-ce que ça vous semble adapté? Alors, je ne connais pas le dossier, je ne connais pas le fond du dossier, donc il me serait difficile de me prononcer. Compte tenu de tous les éléments qui ont pu fuiter dans la presse, des éléments notamment de l'instruction, il me semble assez clair qu'il s'agit de faits de harcèlement. Mais bon, sous réserve effectivement d'une analyse plus approfondie. On peut peut-être effectivement commencer par définir ce que c'est le harcèlement moral. Arnaud Mias, je ne sais pas qui veut commencer. C'est-à-dire que... Il y a plusieurs... oui, bien sûr, le harcèlement moral au travail, mais il y a déjà un problème d'abord de la problématique, parce que la définition juridique telle qu'elle est apparue dans la loi en 2001 et 2002 n'est pas du tout la définition que donnent les psychiatres du harcèlement moral. Quand on relit les écrits premiers de Marie-France Irigoyen, qui a popularisé le thème du harcèlement moral au travail, qui a d'ailleurs donner lieu à un débat à l'Assemblée et le vote d'une loi, c'est pas du tout la même chose. Le harcèlement moral, pour un psychiatre, c'est des comportements individuels, de face à face entre individus, avec une structure psychologique très particulière de la part du harceleur, qu'on appelle le pervers narcissique, qui prend un vrai plaisir à faire souffrir la personne. Et voilà. Alors que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus collectif, et c'est vrai que juridiquement, on arrive même à comprendre qu'il peut y avoir des harcèlements dans l'organisation du travail. Donc c'est plus un individu, c'est une organisation. Donc en fait, il y a quelque chose qui correspond pas aux mêmes définitions. Je crois que la problématique, c'est pas tellement les mots qu'on va utiliser, c'est la réalité qu'aujourd'hui, il y a des environnements de travail, il y a des restructurations, il y a des changements dans les milieux professionnels qui impactent fortement le psychisme humain, qui mettent en danger la santé. Et moi, ce qui me désole un petit peu, c'est que tous ces thèmes vont, là on parlait beaucoup du harcèlement, on en parlait beaucoup moins, on en reparle aujourd'hui, on a parlé des suicides, on parle aujourd'hui énormément du burn-out. Donc on voit que, je ne veux pas dire qu'il y a des effets de mode, mais on est en fait, à travers ces diverses approches, face au même phénomène, à savoir, qu'aujourd'hui, le travail, pas dans toutes les circonstances, il ne faut pas généraliser, mais le travail met en péril la santé psychologique des individus. Pendant longtemps, le travail mettait en péril uniquement la santé physique des individus. Et ça, c'est la nouveauté quand même. Arnaud Mias. Oui, peut-être deux choses. Sur le harcèlement moral, c'est aussi une manière pour le droit de se saisir de ces questions de santé au travail. Et finalement, les armes judiciaires sont assez limitées pour aborder ces questions de souffrance au travail, de santé au travail. Donc le harcèlement moral, c'est une manière, effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est une manière aussi, finalement, de tirer un fil pour aborder, pour traiter de cette question-là. Et là, dans les tribunaux, ça sera le harcèlement moral, mais au fond, la question, c'est celle de l'organisation du travail. De ce point de vue-là, France Télécom, aujourd'hui, ça fait pas mal d'années que l'on parle, ça revient dans l'actualité, mais c'est quand même un cas qui très extrême, très, très singulier, à partir duquel il est difficile de généraliser, mais qui en même temps fait comprendre aussi que l'organisation du travail peut être absolument délétère, que des façons de faire du management peuvent être
particulièrement visible. délétère pour la santé au travail. Oui, je crois qu'en fait, la définition du harcèlement moral pose d'autres questions aujourd'hui, parce que les gens qui se plaignent d'être harcelés, en fait, se plaignent peut-être d'un changement de mode de fonctionnement dans les rapports humains. Ils ne veulent plus être managés comme ils ont été managés antérieurement. C'est des changements de rapport à l'autorité. Ils ne veulent plus, les personnes ne veulent plus être dirigées. On le voit même globalement dans le pays. Des gens qui protestent, qui manifestent, ce sont des gens C'est un lien avec les récentes manifestations. Bien sûr, mais parce que c'est un rapport à l'autorité qui est changé, qui est bouleversé. Donc des gens qui se plaignent d'être harcelés, c'est des gens qui ne veulent plus être managés comme ils ont été managés. Qu'est-ce qui induit ce changement dans l'esprit collectif? Oui, je suis d'accord. Voilà. Je pensais bien que ça allait soulever quelques débats, parce que moi j'interviens sur des personnes dans des contextes où il y a des plaintes pour harcèlement moral, et c'est complètement revu et corrigé en médiation. C'est complètement revu et corrigé, et les personnes ne se plaignent plus après d'être harcelées quand elles ont su s'affirmer face à leur manager. La question de savoir comment on organise les entreprises, c'était une évolution, effectivement. France Télécom, c'était une évolution d'organisation, mais c'était aussi et surtout une manière de faire passer des directives, une manière de se comporter dans le management des hommes. Et c'est surtout ça qui pose problème. C'est pas la manière dont les gens vivent le management. Il y a quand même quelque chose dont on n'a pas suffisamment parlé, c'est qu'au même moment, deux grands téléopérateurs se restructuraient en Europe, c'est-à-dire Deutsche Telekom et Telefonica en Espagne, et confrontés aux mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'il fallait en effet passer, du fixe à l'Internet, au mobile, avec des grandes restructurations. Mais les drames humains n'ont pas eu lieu. Ils sont survenus qu'à France Télécom. Donc la problématique, et je crois d'ailleurs dans le rapport d'instruction, c'est dit clairement, c'est pas que l'entreprise soit engagée dans des grands changements, c'était une nécessité sans doute économique pour l'entreprise, mais c'est que le facteur humain a été complètement négligé. Rendez-vous compte qu'il y avait des centaines de consultants de ces grands cabinets qui restructurent les entreprises et qui, eux, n'avaient comme idée en tête que des chiffres, la performance, l'économie, comment bouger les pions, les gens, etc. Mais le facteur humain, c'est-à-dire à quel point cela allait impacter, le psychisme humain, ça a été complètement négligé. C'est quand même la grande erreur. Et aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, parce que France Télécom, c'est la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. Mais ça a sans doute aussi permis une certaine prise de conscience, non? Certainement. Valérie Duesruff. Oui, alors, je pense que ce qui est en cause là, ce sont les méthodes managériales, clairement, qui ont été mises en œuvre au sein de la société. On est bien d'accord. Voilà. Ce ne sont pas les décisions de... C'est pas l'organisation à proprement parler. Voilà. C'est absolument tout ce qui est le management. C'est ce que je disais, c'est pas le changement lui-même. Conduire un changement... surgit soudainement un autre problème, c'est celui d'appeler une chose d'une manière, en médicalisant les comportements humains. Ça, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire qu'en fait, en amenant les personnes à croire qu'elles sont malades, on en fait des personnes malades. Et ça, je pense que ça, c'est encore plus grave. J'ai encore une consultation hospitalière, un service universitaire de psychiatrie, et je vois des gens quand même qui viennent me voir en consultation, pas par plaisir, et ne sont pas des malades imaginaires. Il y a des gens qui sont détruits psychologiquement. Il y a des gens qui sont détruits psychologiquement. Et une analyse assez rapide fait apparaître que les causes sont essentiellement d'ordre professionnel, c'est-à-dire des techniques de management. Comment pouvez-vous dire assurément qu'il s'agit de causes professionnelles? Et vous ne pouvez pas identifier quel est le champ de la vie d'une personne, quelle est la part du personnel, du social ou du professionnel. C'est pas parce qu'une personne va dire qu'elle souffre. L'avis du psychiatre, l'avis de l'avocate et l'avis du médiateur. Pardon, mais sans être psychiatre clinicienne, je constate les clients qui viennent à mon cabinet, qui sont des salariés, parfois même des cadres dirigeants de très haut niveau, qui sont en burn-out. Et on voit, je ne suis pas médecin, mais je vois, je les entends et je ressens leur mal-être. Et il est indéniable, en tout cas ceux qui viennent me voir, je cherche un petit peu à connaître l'origine de leur malaise, et bien souvent c'est d'origine exclusivement professionnelle. Donc on peut dire, essayer de trouver, je ne sais pas ce que vous en pensez. Exclusivement, je n'irai pas dire jusque-là, parce que vous savez, les souffrances psychologiques sont souvent multifactorielles. Il y a d'abord des aspects personnels. On sait bien que quelqu'un, si dans son enfance a fait une dépression, va être plus sensible plus tard. Donc il y a des facteurs individuels, et je rejoins ce que vous dites. Mais quand même, on observe, et les études quand même qui pullulent à
travers le monde montrent clairement aujourd'hui, à travers des modèles scientifiquement établis, qu'il y a des environnements de travail qui contribuent fortement, dont la contribution est très forte, à défaut d'être exclusive, à faire apparaître de véritables pathologies mentales. Maintenant, c'est un fait établi, de même qu'on sait que fumer a des répercussions sur le cœur. Ce sont des évidences scientifiques suffisamment établies. Alors après, je suis d'accord avec vous, il y a énormément de situations dans lesquelles il est difficile de démêler la part du personnel et du professionnel, et également des situations difficiles dans lesquelles, en tant que médecin, et l'Académie de médecine vient de publier un rapport il y a quelques mois seulement sur le burn-out, par exemple, dans lesquels on montrait qu'il est très difficile de savoir ce qu'est simplement le mal-être, qui est quand même une souffrance. Le mal-être, vous savez, pour l'OMS, la santé mentale, c'est aussi l'absence de mal-être. C'est pas simplement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être. Donc un mal-être ou une véritable pathologie. Et on a des zones dans lesquelles ce ne sont pas forcément des pathologies, mais du mal-être au travail. Et il y a beaucoup de gens qui sont mal au travail, même s'ils ne sont pas psychiatriquement complètement atteints. Et donc, c'est quand même quelque chose d'important à souligner, et qu'aujourd'hui, ça croît. Tous les indicateurs, la dernière étude de l'Institut de veille sanitaire montre que ces problématiques sont en croissance régulière dans notre pays. Alors, et je cite les études c'est la question que je voulais vous poser justement, Arnaud Mias. Est-ce que c'est un phénomène en progression, ou alors on en parle plus parce que c'est mieux détecté, dépisté, je ne sais pas? On voit quand même des évolutions. Aussi, certainement. Oui, mais disons qu'on a quand même un regard, quand on regarde des enquêtes statistiques, on a des données statistiques qui donnent à voir, alors non pas les états de souffrance individuels, mais plus les conditions de travail et les conditions liées à l'organisation du travail, de l'autonomie dans le travail, de la pression temporelle à laquelle on fait face, et au-delà des questions de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Il y a deux choses qui apparaissent assez nettement. C'est dans ces toutes dernières années, une régression de l'autonomie dans le travail, avec disons qu'une intensité du travail qui est restée la même, mais à un niveau élevé. Donc, qui est plutôt alarmant de ce point de vue-là dans l'évolution de la situation française. Et au regard aussi des autres pays européens, à niveau de développement, de performance économique équivalente, on a quand même une situation française qui est particulièrement dégradée en termes de qualité du travail, en termes de plus faible autonomie dans le travail. Une manière de concevoir le travail, d'organiser. Un excès d'autorité, sans doute lié aux relations hiérarchiques. Non, puis un des facteurs essentiels qui est souligné aussi par beaucoup d'études, c'est quand même la grande faiblesse du management français. La plupart des managers français ne sont absolument pas formés à gérer des hommes. Ils sont formés à gérer des tableaux Excel, des chiffres à remplir. Et donc, il y a une grande faiblesse managériale. Et quand vous faites allusion à la faiblesse française, là encore, la Commission européenne publie régulièrement, à travers son agence sur santé et sécurité au travail qui est à Bilbao, elle publie régulièrement des états de chacun des pays membres de l'Union, auxquels elle ajoute la Suisse, la Norvège pour inclure d'autres pays européens. Eh bien, on s'aperçoit que la France est souvent dans le peloton de queue en termes de prise en compte de cette réalité, c'est-à-dire d'être encore beaucoup dans le déni, dans beaucoup de considérer que ce sont des faiblesses des individus qui n'arrivent pas à s'adapter à des environnements qui changent, au lieu de s'interroger sur l'organisation, et en termes d'actions mises en place. Nous sommes très mal placés, nous sommes dans le peloton de queue. C'est ce que vous constatez aussi en médiation ? Mais ce qu'on constate en médiation, c'est tout simplement que les gens, les personnes ne savent pas. C'est bien ça, ne savent pas être en relation, ne savent pas bien forcément communiquer. Il y a des évolutions avec tous les moyens technologiques, c'est tout récent, c'est neuf dans la vie humaine. Les personnes sont confrontées à complètement une autre manière de travailler, une autre manière d'être en relation, et les managers aussi ont des pressions. Donc bien sûr, que moi je trouve qu'il y a un mauvais procès qui est en train de s'enclencher en amenant les personnes de France Télécom sur le terrain de homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui. Je trouve ça très très grave que des personnes puissent concevoir ce genre de choses, à agresser d'autres personnes. C'est de très mauvais procès. Le problème, il n'est pas sur ces personnes, c'est qu'elles ont fait. Il est tout simplement que le système a généré ce genre de situation et que ces personnes ont été embringuées et n'ont pas su. Elles n'ont pas su, parce que s'ils avaient su faire autrement, vous croyez qu'ils n'auraient pas fait autrement ? Non. Donc ils ne sont pas responsables, selon vous ? C'est pas une question de ne pas être... Je ne parle pas en termes de responsabilité juridique, parce qu'on va chercher la responsabilité judiciaire. Moi, je parle en termes de savoir-faire.
Il faut apprendre aux gens. Maintenant, on sait que ce qu'ils ont fait n'était pas acceptable. Maintenant, ils ne savaient pas faire. On va les condamner, ça va amener à quoi? Il faut condamner la manière de faire. Vous savez peut-être faire, non, Valérie Duez-Ruff, non? Non. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut vraiment repenser le modèle social. Il faut, je pense, considérer davantage les ressources humaines comme des vraies ressources, comme une vraie richesse, et replacer finalement l'humain. Elles sont absentes aujourd'hui des sociétés, des entreprises françaises. Elles sont pas valorisées. Ce sont des ressources qui sont interchangeables. Et je pense qu'il faut vraiment remettre l'humain et en fait considérer l'humain comme un variable, finalement, comme une variable de l'économie, du capital. Arnaud Mias, vous êtes... Oui, tout à fait d'accord. Et je pense qu'un des enjeux, c'est aussi, alors ça a à voir peut-être avec la médiation, mais la nécessité de rapprocher aussi les managers des situations de travail, du travail réel. Je dis les managers, mais c'est pas les seuls, c'est pas pour les pointer du doigt. C'est aussi, même si on parle un peu de dialogue social, aussi rapprocher les représentants du personnel des situations de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation où finalement, le travail devient quelque chose de... Alors peut-être qu'effectivement, les ressources humaines sont pas suffisamment valorisées, mais c'est aussi que le travail est devenu quelque chose d'assez invisible finalement. On est derrière, vous évoquiez tout à l'heure, des tableaux de chiffres, on remplit énormément d'indicateurs, mais finalement, l'encadrement du travail réel, les situations de travail réelles, eh bien, elles sont souvent devenues invisibles. On a développé quand même de plus en plus d'outils pour essayer de sentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des entreprises, avoir un ressenti social en interne. Ce sont des outils qui créent de la distance. Oui. Vous croyez que ça crée de la distance? Moi, je pense que ce sont des outils qui, malheureusement, catégorisent les comportements, mais ne permettent pas de tirer de véritables enseignements pour pouvoir faire quelque chose de vraiment opérationnel. On le voit sur le terrain de la médiation. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans qu'on pousse pour que la médiation se développe au sein des organisations. Et c'est difficile. C'est difficile parce qu'au moment où il y a eu l'affaire de France Télécom, on a été sollicité pour intervenir. On a été sollicité, mais bien sûr, trop tard. Une fois que les drames étaient intervenus, on est sollicité une fois que les problèmes se sont révélés. On n'est pas sollicité en amont pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir justement permettre aux personnes de mieux savoir comment faire, anticiper les conflits. Je crois que vous avez cité le mot-clé, c'est-à-dire la notion de prévention. Exactement. Vous savez, sur ces problématiques de prévention des risques psychosociaux, puisque c'est de cela dont il s'agit pour parler techniquement, la France est très en retard. Beaucoup d'entreprises considèrent que tant qu'elle n'a pas eu de problème, ça ne sert à rien d'agir. Combien de fois j'ai entendu dire mais on n'a pas eu de suicide, pourquoi on s'en occuperait? Je réponds sous forme de boutade. Avez-vous attendu d'avoir un incendie pour mettre en place des systèmes de prévention des incendies? Et je crois que l'histoire de France Télécom que vous souhaitez, qui fait le point de départ de nos échanges, moi aussi j'ai été amené à connaître un petit peu ce cas, et je peux vous dire que le nombre incalculable, d'ailleurs c'est aussi indiqué dans le rapport d'instruction, le nombre incalculable de personnes qui ont tiré la sonnette d'alarme auprès des ressources humaines, en leur disant ça va pas, les médecins du travail, des consultants externes qui travaillaient, en disant il y a quelque chose, et ce n'était pas entendu. Ce n'était pas entendu parce que le seul objectif, c'était l'objectif stratégique, l'objectif de faire partir 22 000 personnes, et c'était le seul objectif. L'humain n'a pas il manquait peut-être ce qui n'a pas fonctionné, c'est le dialogue social. Un peu de sensibilisation aussi au dialogue social et de sensibilisation aussi au mal-être au travail. Même en gros. Le dialogue social, s'il avait fonctionné, si dans le CHSCT, si les délégués du personnel avaient été écoutés, bien sûr que probablement que les choses ne seraient pas passées comme ça. Mais le problème, c'est qu'une entreprise ne fonctionne pas de cette manière-là. Il y a des impératifs qui sont donnés bien au-delà des dirigeants qui sont concernés et qui vont être mis en cause maintenant. C'est pour ça que moi je me dis, c'est pas la solution qui est adoptée, c'est pas la bonne solution. Oui, Arnaud Mias. Mais ce serait quoi la bonne solution? Disons que la solution, je pense qu'elle est beaucoup d'entreprises la recherche finalement. Là, on a une initiative judiciaire qui fait porter le regard pas mal d'années en arrière. Depuis, il s'est passé des choses. Oui, on voit quand même que du chemin a été parcouru. Oui, alors
Après, il faudrait être capable de l'évaluer véritablement. Mais disons que des initiatives sont prises, des expérimentations sont mises en place pour essayer de faire face à cet enjeu en particulier de la question de la qualité du travail. Comment améliorer la qualité du travail? Je ne parle pas de la qualité de vie au travail, c'est encore autre chose, mais de la qualité du travail. Il y a des choses qui sont expérimentées. Il y a quelque chose qui est fait du côté de chez Renault, dans l'établissement de Flins, par l'équipe d'Yves-Clos, pour essayer d'envisager une autre façon d'aborder, de discuter des situations de travail. Je dis discuter parce que ça prend une forme qui n'est pas celle du dialogue social traditionnel avec les représentants du personnel traditionnel, mais quelque chose qui s'invente un peu. Et puis dans d'autres entreprises, ce sera plutôt des initiatives qui vont chercher à évaluer, à anticiper l'impact des projets managériaux. Se dire, au fond, d'inciter tous les managers, tous les porteurs de projets à essayer d'avoir le réflexe d'anticiper les effets de leurs projets sur les situations de travail, sur les contraintes et les ressources de leurs collaborateurs, de leurs subordonnés. Donc il faut poursuivre cette sensibilisation. Quels effets ça rentre. Ce qui est quand même assez dommage aujourd'hui, c'est de constater d'abord que ces thématiques sont connues depuis pas mal de temps. Et dans les pays plus en avance que nous, c'est-à-dire l'Europe du Nord, elles sont connues depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Je vous signale que c'est en 1977 que les partenaires sociaux danois signaient des accords sur la prévention du stress au travail. 1977. L'accord national interprofessionnel en France a été signé en 2008, donc ça montre un petit peu les choses. Et les pays d'Europe du Nord et aussi toutes les recherches, car il y a énormément de recherches sur ces problématiques, ont défini ce qu'on peut appeler des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'elles ont bien codifié, et en particulier ce que vous soulignez, c'est-à-dire ce qu'on appelle des études d'impact humain. C'est-à-dire que quand on met en place une restructuration, un changement, quand on déstabilise un environnement, eh bien évidemment on étudie l'impact financier, l'impact technique, mais il faut voir l'impact sur les hommes et il faut l'anticiper pour éventuellement le prévenir et agir. Ça, c'est ce que font les pays bien plus en avance que nous. Et c'est ce que font les pays moi, je trouve au ça Québec, dommage à chaque fois qu'on dise qu'en France, on est en retard. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne, ce sont les agences internationales. Alors, pour conclure, moi je rejoins tout à fait, je pense que là on est tout à fait d'accord, tous les quatre autour de la table, pour dire que la prévention est essentielle, que ce soit à tous les niveaux. Moi, par exemple, en tant qu'avocate, je considère aussi qu'il ne faut pas qu'on arrive une fois que la maison a brûlé. Il faut qu'on soit là en anticipation, en prévention, en accompagnement des clients. Eh bien, Arnaud Mias, dernier mot. Non, c'était pour dire oui, qu'il faut sans doute réinventer une façon de discuter du travail, de redonner prise sur le travail, et que ce dialogue ait des effets, parce que ça peut aussi avoir des effets délétères, toutes ces expérimentations, ces initiatives, si derrière les situations de travail ne sont pas améliorées, si c'est juste pour inventer de nouveaux dispositifs managériaux. En tout cas, l'affaire Transtélécom, à mon avis, devrait être enseignée dans toutes les écoles de management. Très bien. Écoutez, en tout cas, il faut que le dialogue se poursuive. Merci à tous les quatre d'être venus en discuter ce soir sur notre plateau. Toute autre chose à présent autour maintenant du financement de l'islam. Le Sénat vient de rendre un rapport sur l'organisation et le financement de l'islam en France. Il préconise notamment la limitation de l'influence des pays étrangers. Et à Lyon, la semaine dernière, Laurent Wauquiez a renoncé à financer, au nom de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un institut culturel musulman, au motif que des pays étrangers participent également à son financement. Une décision qui a été mal comprise sur place. Regardez ce reportage de Jérôme Rabier. Depuis 2 mois, les engins ont attaqué les travaux aux abords immédiats de la Grande Mosquée de Lyon. Ici, un centre culturel musulman doit voir le jour. Exposition, conférences, laboratoire de langue, salon de thé. Le recteur de la Grande Mosquée qui dirigera la future structure souhaite en faire un lieu ouvert à tous. Notre objectif aujourd'hui, c'est de nous ouvrir encore plus et je souhaite que cet institut soit le point de rencontre entre tous ceux qui veulent vivre ensemble. Un projet à 8 millions d'euros qui devait voir l'État, la région, la métropole et la ville de Lyon participer au financement. L'Algérie et l'Arabie Saoudite apporteront également 1 million d'euros chacun. Mais ce financement étranger a provoqué le retrait de la participation de la région présidée par Laurent Wauquiez, qui l'a signifié dans une lettre adressée au recteur il y a une semaine. Un choix défendu ce week-end au Congrès des Républicains. Nous avons refusé de financer un institut musulman qui voulait être construit à Lyon, payé pour moitié par des fonds venant de pays étrangers. Quand est-ce que nous allons cesser d'accepter que l'Algérie ou des pays du Golfe viennent ici tisser leur réseau à l'ombre de nos mosquées? Quand est-ce que nous allons ouvrir les yeux? C'est la France et ils n'ont rien à faire ici. Un argument fallacieux pour Kamel Kaptan qui assure que Laurent Wauquiez lui avait promis cette aide comme son prédécesseur socialiste Jean-Jacques Kéran.
Vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et effectivement, quand on n'a pas voulu financer, on dit que c'est le financement étranger qui gêne, etc. La mosquée de Lyon a été construite il y a 20 ans. Sur des fonds saoudiens. Et en 20 ans, nous avons démontré notre capacité de gérer, notre indépendance. Il faudra donc trouver de nouvelles sources de financement, même si les autres collectivités ont maintenu leurs subventions, comme la mairie de Lyon qui l'a voté lundi en conseil municipal. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous allons dans le bon sens, que c'est effectivement un petit pas et que les autorités françaises auraient intérêt à promouvoir un islam de France et qu'aujourd'hui, on ne le fait pas trop, on ne le fait pas assez. À côté de la mosquée plutôt fermée vue de l'extérieur, ce centre culturel aura une architecture très ouverte, comme un message envoyé aux détracteurs. J'ai toujours voulu que cet institut soit quelque chose d'ouvert, de transparent, qui permette effectivement de montrer notre volonté à l'extérieur, qu'on est ouvert sur le monde, je dirais, et sur la ville. Quoi qu'il arrive, le projet ira à son terme, assure le recteur, avec une ouverture prévue au premier trimestre 2018. Voilà, c'était donc un reportage de Jérôme Rabier. Il est 23h, on fait un dernier point sur l'actualité tout de suite avec Sophie Normand-Couturier. Et on commence avec ce score 2-0 pour la France qui arrive ainsi en finale de l'Euro 2016 face au Portugal. Les Bleus qui affrontaient les Allemands champions du monde. 2 buts marqués par l'attaquant Antoine Griezmann, et qu'on aime le foot ou pas, c'est une très bonne nouvelle. C'était ses dernières volontés, elles ont été respectées. Triple hommage ce jeudi à Michel Rocard, 5 jours après sa disparition. Hommage dans un temple protestant ce matin avant un hommage national rendu aux Invalides. Dans un éloge truffé de références à l'actualité, François Hollande a salué une grande et belle figure de la République qui n'a jamais joué contre sa famille politique. Avant le chef de l'État, c'est l'ancien secrétaire général de la CFDT et de Montmaire qui a eu ces quelques mots à l'égard de l'ex-premier ministre. Je vous propose de l'écouter. Sa conception du changement social et sociétal rejetait toute dérive populiste. Lorsque les promesses de court terme l'emportent au détriment du fond, l'avenir de l'Europe, la protection de l'environnement et de la planète, par exemple. Refusant de travestir la réalité économique, Michel Rocard faisait appel à l'intelligence des citoyens en s'appliquant à l'explication patiente des fondements et de la portée des réformes nécessaires. Hommage en 3 parties qui s'est achevé au siège du Parti socialiste. Cela faisait bien longtemps que la famille socialiste ne s'était pas retrouvée réunie. Sandra Sercar. Michel Rocard l'avait demandé dans son testament, un hommage au siège du Parti socialiste, avec une intervention de Manuel Valls, le Premier ministre qui se dit aujourd'hui orphelin. Toute disparition est une douleur, le ressentons bien. Mais certaines laissent le sentiment que notre vie, nos parcours, le monde tout simplement tel que nous le vivons, ne seront plus jamais tout à fait comme avant. Solferino noir de monde, la gauche unit-elle une famille? Cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Tous réunis, ministres, frondeurs, anonymes, pour rendre hommage à Michel Rocard, l'intellectuel, l'homme d'État et le militant durant 70 ans. Tous réunis au moment où le Parti socialiste traverse l'une des crises les plus graves de son histoire, comme l'avait répété Michel Rocard lui-même en décembre dernier. Aujourd'hui, tous gardent un enseignement de son action, une action et des idées qui, pour certains, ont su s'imposer au PS. Serait-ce la mort des taxis? Le gouvernement propose ce soir un fonds annuel de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour compenser la chute de la valeur des licences de taxi face à l'émergence des VTC. Ces 2 secteurs devraient prochainement être consultés au sujet du financement de ce fonds. Demain aura lieu au Bourget le traditionnel rassemblement annuel des opposants au régime iranien. Cette année, plus de 70 parlementaires, députés et sénateurs de tous bords s'associent à cette manifestation pour un Iran libre. Parmi eux, la sénatrice socialiste Hélène Lyonnais. On l'écoute au micro de Stéphane Amalian.
Ce qu'il faut dénoncer, c'est les tortures. C'est ce dont on va parler demain, pas demain, mais samedi au Bourget, sur les partis civils qui sont abjects. Mais changer de régime, ça paraît quand même assez compliqué. Et la France peut changer ses relations avec l'Iran encore plus qu'aujourd'hui ou pas? J'espère qu'elle pourrait les changer, oui, mais je ne sais pas si elle pourra. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Et bien sûr, en une des journaux, Sophie, demain, la victoire des Français face aux Allemands. Libé a réussi à en faire sa une. Oui, voilà, et ce sera quand même une courte revue de presse puisque 23h, eh bien, peu de une nous sont parvenus. Sans doute que la majorité des quotidiens attendaient justement la fin du match pour faire leur une. C'est donc Libé, le premier, qui titre sur cette victoire des Français face aux Allemands de la Mannschaft. Griezmann terrasse l'Allemagne. Griezmann, l'attaquant auteur des 2 buts, ce qui fait que les Bleus affronteront donc le Portugal en finale de cet Euro 2016. On imagine que le foot occupera beaucoup de une demain, mais il y a un autre thème qui rejoint notre premier débat de ce soir en une également pour demain, le Brexit. Et c'était il y a 15 jours pile, aux alentours de 23h, les derniers bureaux de vote au Royaume-Uni fermaient leurs portes. Le lendemain matin, l'issue du référendum actait la sortie du pays de l'Union européenne. La Croix revient sur ce grand chambardement, classe politique dans la confusion à Londres, fonctionnaires européens dans la perplexité à Bruxelles. Dossier à lire demain dans la Croix. Ouais, dans les Échos, pas de foot en une, mais le budget 2017. Il a été présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bilan, la fin du moins d'État, c'est en tout cas ce que titrent les Échos. Un budget 2017 qui se traduit par une hausse des crédits des ministères et la création de près de 14 000 postes de fonctionnaires. L'éducation concentre l'essentiel. Pour le Figaro, avant 2017, Hollande ouvre les vannes. L'enveloppe à destination des ministères augmentera de 7,2 milliards l'an prochain avec un objectif, financer les mesures électoralistes de ces derniers mois, selon les mots du Figaro qui parle d'une dérive des dépenses publiques. Merci beaucoup Sophie. On passe tout de suite à la dernière partie de cette émission, le grand entretien. Et ce soir, exceptionnellement, c'est un entretien avec Michel Rocard qui a été enregistré le 17 mai dernier. C'est le dernier entretien filmé avec Michel Rocard. Il répond aux questions de Tristan Dessert et Clément Lacombe pour un documentaire sur le tournant de la rigueur qui sera diffusé sur notre antenne au mois d'octobre. Michel Rocard se confie. Il explique que toute sa vie, il a voulu convertir le Parti socialiste et François Mitterrand à l'économie de marché et au réalisme économique. On écoute. Française vit une malédiction qui lui est propre, c'est qu'elle est beaucoup plus clairement que les gauches nationales de tous les autres pays d'Europe, née d'un mariage intellectuel du jacobinisme et du marxisme. Dans les deux cas, il s'agit d'une approche politique centrale, à peu près pas économique, symbolique, et qui rappelle qu'il n'y a pas lieu d'améliorer ou de faire fonctionner le capitalisme, puisque le projet central est de le remplacer. Pourquoi tout cela? Parce que dans la naissance de la gauche française tout au long du siècle avant, il y avait eu de longues batailles entre les marxistes et les autres. Et le cas de la France a été marqué par la personnalité qui a pris la direction des opérations politiques, qui s'appelait Jules Guesde, et qui se voulait un marxiste pur et dur, et pour qui améliorer le capitalisme et le faire marcher un peu mieux n'était pas le problème. On en est là. Le résultat est que depuis un siècle, chaque fois que la gauche n'arrivait pas au pouvoir, elle ratait son coup. Donc vous avez un refus intellectuel de la gauche française d'accepter l'économie de marché, au fond. D'accepter
ce que d'autres vont appeler après le réformiste, ce sera d'ailleurs son vrai nom. Il a une aspiration révolutionnaire. Et cette aspiration révolutionnaire, alors quand les conditions n'y sont pas, parce que ni en 1936, ni en 1945, ni surtout en 1981, il n'y a pas de conditions révolutionnaires, bien entendu, se traduit sous la forme d'une exigence de l'électorat de la gauche, et notamment de sa partie syndicale. Mais sa partie syndicale est toute petite. Si elle avait été plus forte, elle aurait peut-être préservé un peu les erreurs. Parce que les syndicalistes, en général, ils savent ce que c'est que les entreprises et comment ça marche. Mais, grosse division, faiblesse d'effectifs, le syndicalisme français est déjà très faible, et nos partis politiques aussi. Dans ces conditions, le programme de gauche est en général une liste de symboles politiques touchant le social, la durée des congés, la paye, la hiérarchie dans la paye, les conditions d'assurance sociale, etc., etc., imposées par la politique et sans jamais de négociation. C'est une très très longue histoire, très tragique. La France n'en est toujours pas remise. Et nous continuons à pédaler dans la choucroute, si j'ose dire, nous continuons à avoir une gauche qui navigue dans l'incompétence. Le malheur français, il est là. Il est dans l'absence de prise de conscience économique, l'absence d'acceptation du marché. Il y a un an ou deux, un des premiers grands sondages mondiaux depuis que la Chine laisse faire chez elle, et la Russie aussi, portait justement sur l'économie de marché. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'économie de marché ? 85% de Russes, 80% de Chinois sont pour l'économie de marché. 90% d'Africains, s'il vous plaît. Naturellement, 95% d'Américains. 48% de Français. Une extraordinaire bizarrerie qui est en même temps une malédiction. Autre caractéristique française, c'est le dernier des pays d'Europe où on n'apprend pas l'économie. Ni à l'école, ni au collège, ni au lycée. On n'apprend pas. Comment voulez-vous que dans un pareil environnement, avec des syndicats si faibles, en plus, la structure de nos syndicats maintenant, c'est qu'ils se sont complètement affaiblis dans le privé et qu'ils ne restent puissants que dans le secteur public. Et dans le secteur public, on ne négocie pas de l'économie, on ne regarde pas les grands équilibres, on mendie avec le ministre du budget qui fait ce qu'il peut dans ses grands équilibres à lui. Tout ça est terrifiant. Mais tout ça est profondément culturel. Alors c'est dans cette atmosphère-là qu'au bout de 15 ans de gaullisme, le déblocage de la situation politique de ces 15 ans de gaullisme se fait par initiative communiste, celle du programme commun de la gauche. Et ce programme commun de la gauche, c'est un document extraordinaire, il doit être encore par là, qui fait c'est un rappel du Conseil national de la résistance. Et le programme du Conseil national de la résistance, j'ai eu à en préfacer une réédition, ne comporte les mots ni de négociation, ni de contrat, ni de convention, ni rien de tel, déjà dans le programme du CNR. Quant au programme commun de la gauche, c'est la description assez détaillée, assez fouillée, d'une protection sociale généralisée dans un système à rétribution forte, c'est-à-dire un peu dangereux. Le programme commun de la gauche, par exemple, prévoyait une hausse du SMIC d'une douzaine de %, ce qui, pour n'importe quelle tête économique, était excessif sur le plan de possibilité de le faire. Et puis surtout, prévoyait une augmentation extrêmement importante de toutes les prestations sociales, notamment allocation logement, allocation familiale, etc., etc. Voilà ce que ce fut que le programme commun de gouvernement, qui a eu une formidable vertu mobilisatrice, puisque c'était la première fois depuis 40-50 ans qu'il y avait une vraie unité de la gauche. Autour d'un programme incroyablement ambitieux, sans logique interne, et où des mots comme monnaie ou inflation n'apparaissaient guère.
ça sentait vraiment la méconnaissance. Et le moyen principal, c'était de maîtriser les moyens de production et d'échange, d'où l'idée de nationaliser la totalité du système bancaire et un gros tiers, une petite moitié de l'industrie française lourde. Tout ça était très dangereux. Le drame, c'est que la classe intellectuelle française s'est pas rendue compte. Il n'y avait pas de connaissances économiques suffisantes. Tout ça a soulevé un enthousiasme autour du thème de l'unité, autour de l'idée que la victoire devenait possible, elle l'a été d'ailleurs, sans vraie lecture. Et puis, les quelques personnes qui avaient mis le nez dans l'économie étaient fort inquiets, c'était mon cas, et on se demandait ce qui pourrait se passer. François Mitterrand, pour assurer la convergence électorale, avait décidé d'y rester en gros fidèle. Et il avait fait une espèce de réécriture, une paraphrase du programme commun qui s'appelle « Les 110 propositions du candidat aux Français ». Dans les 110 propositions, il y avait cet énorme paquet de nationalisation, sans d'ailleurs qu'il soit dit comment les faire, si bien que je vais avoir amené une bataille au tout début du gouvernement sur le comment faire, puisque ce n'était pas décrit. Mais c'était très inquiétant, puisqu'en plus, la totalité du système bancaire devait y passer. Alors, ce n'est pas un mystère, tout le monde le sait, mais nos rapports personnels entre François Mitterrand et moi-même étaient très mauvais. Mais tout le monde a oublié pourquoi. Ça remonte à la guerre d'Algérie. C'est à propos de la guerre d'Algérie que j'ai osé écrire qu'il était un assassin. Ce n'est pas des mots qui font plaisir. Donc tout ça créait une distance, une méfiance totale. Donc je n'étais pas dans la bonne mouvance. Et nous avons eu plusieurs conversations, notamment une assez longue, où j'essayais de le convaincre que le programme commun et l'idée de faire une décoction en gardant ces nationalisations extrêmes étaient dangereux comme tout et maladroits comme pas possible, par excès de centralisme étatique et par excès de dépenses. Et j'entreprends François Mitterrand. Ça doit être une conversation longue de plus d'1 heure, chez lui, rue de Bière. Et il sait que je suis malheureux et surtout très hostile. Et il me dit, souriant, « Vous y croyez vraiment, vous, à tout ça ?» Alors, ma réponse est, « Monsieur le Premier secrétaire, ce n'est pas une affaire de croyance. Il y a des données, il y a des statistiques, il y a des chiffres, il y a des éléments de réflexion scientifique. Je fais partie de ceux qui les ont un peu étudiés. Croyance, c'est trop. Je suis absolument convaincu. Tout ça est extrêmement dangereux. » Et à ce moment-là, il prend un ton un peu plus ferme, un peu plus dominateur, et il m'a dit, écoutez, peut-être vous pensez avoir raison, mais je me trouve avoir déjà derrière moi une assez longue carrière. J'ai été 11 fois ministre, jamais de l'économie, qui n'est pas mon domaine. Mais j'ai assisté, entre les autres ministres, à d'innombrables batailles économiques. Et cette phrase extraordinaire. Innombrables batailles économiques. Quelles que soient les raisons, pas assez d'investissement, un peu trop d'inflation, pas assez de ceci, pas assez de cela, des corrections, etc. Et me dit-il, j'ai observé que la totalité de ces controverses finissent toujours, toutes de la même manière, par une augmentation des taxes sur le tabac et les allumettes. Alors, je n'ai pas mis mon chapeau pour dire au revoir. Enfin, je suis quand même parti désespéré. J'avais compris que son instrument d'observation ne lui permettait même pas de sous-détailler entre le genre d'impôt que l'on faisait varier, et les proportions dans lesquelles on faisait varier, ni non plus, surtout, à leur relation avec l'effet général de l'économie, chômage, rythme de croissance, rien. Donc, je savais qu'il n'en ferait qu'à sa tête et qu'il ne croirait rien. L'économie n'a qu'à suivre, il faut lui donner des ordres, il faut commander. Nous sommes arrivés au pouvoir dans un enthousiasme considérable, que nous étions une demi-douzaine d'individus sur quelques millions à ne pas partager, mais je fais partie de ceux. Le soir de la victoire, ma femme pleurait.
J'étais assez économiste pour avoir beaucoup parlé de tout ça à la maison. Enfin, bon, nous savions. En tout cas, j'étais totalement convaincu que tout ça nous menait à une catastrophe économique épouvantable. Et je craignais notamment l'augmentation de dépenses publiques pendant la cérémonie d'investiture du président de la République. Moi, j'interpelle mon ami Pierre Mauroy, en le coinçant contre un pilier, un peu à l'écart de la salle, en lui disant on ne sait pas où on va, on est complètement fou. Ces 110 propositions vont provoquer un drame économique épouvantable. Pierre, François Mitterrand est élu, il prend le pouvoir demain matin. Dans 48 heures, tout sera de notre faute. Dans 48 heures, nous sommes responsables d'absolument tout. On a 48 heures pour prendre une décision de précaution qui est une grande dévaluation. Voilà, me regarde de l'œil vague, dit « tu es si sûr », etc., etc. Il faut savoir que dans sa culture d'homme généreux et de vrai politique, Mauroy était assez inconscient de tout ça, parce qu'il avait quand même toujours pensé que l'obéissance de tous ceux qui maniaient la technique, que cette technique soit financière ou préfectorale, finirait par ramener l'économie dans le bon sens et ramener les décideurs dans le bon sens. C'était la pensée de la gauche qu'il incarnait naturellement, ça n'a jamais marché comme ça nulle part, mais il était dans cette pensée. Je lui dis, écoute Pierre, les sciences ça existe, enfin il y a des mesures, on s'est quantifié, tout ça est complètement terrifiant. Nous sommes sur une ligne absolument folle, c'est hyper dangereux, et puis tu vas voir tous nos voisins, à commencer par l'Allemagne, terrorisés et se méfier de nous, et ça va casser le système monétaire européen très probablement. Alors il est dubitatif, mais impressionné, et me dit, bah, écoute, tu es vraiment convaincant, je vais en parler à Mitterrand. Et je n'entends plus parler de rien pendant 2 ou 3 jours. Le gouvernement est nommé le surlendemain, je pense. Au moment de la première réunion du gouvernement, je me permets de nouveau d'aborder Pierre Mauroy. Comme j'avais combattu cette doctrine publiquement, je sentais le soufre. J'étais un indiscipliné, un ministre dont on se méfiait, et qui était fort loin d'être porte-parole de quoi que ce soit dans cette affaire. Tout de même, j'aborde Pierre Mauroy de nouveau et je lui dis « Alors, on dévalue ou pas ?» Et réponse, Mitterrand a décidé, on ne dévalue pas en période électorale. L'imbécilité majeure. Pourquoi période électorale? Parce qu'on dissolvait l'Assemblée, donc on entrait en campagne électorale. Donc, dès le début, nous entrons dans l'inconscience économique, l'irréalisme le plus total, et sans se rendre compte. Alors, le Parti socialiste est en train de changer beaucoup parce que il y a beaucoup plus de gens qui font de l'économie parmi ceux qui y ont fait des études approfondies. Mais la mayonnaise ne prend pas sur la substance des sections. Les présidents de bureaux de vote, les présidents de comités de soutien de candidats, les écrivains d'affiches et les colleurs d'affiches pensent toujours que l'économie obéisse aux ordres du politique. Et les fondeurs sont là. Qu'est-ce que c'est que ce réflexe des fondeurs? C'est l'exigence d'une signature politique, au sens venant de la sphère politique, c'est-à-dire du Parlement ou du gouvernement, d'une signature politique derrière un progrès social, décidé et financé de manière économique, mais décidé pour des raisons économiques qui sont en négociation. La loi, toujours la loi, jamais le contrat. François Hollande a des tabous de ce genre dans la tête. Mais oui. Vous ne l'attendiez pas, celle-là. Ça fait longtemps qu'aucun dirigeant socialiste, ça commence avec Jospin, ne commet plus de risques monétaires excessifs. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est rendu capable d'inventer une contre-stratégie social-démocrate et offensive. Or, c'est ça qui manque. Et ça, c'est pas non plus dans la tête de François Hollande.
jamais je n'ai eu une vraie majorité au Parti socialiste parce que j'ai cassé trop de tabous. Il fallait pour ça casser des tabous et faire accepter le retour vers l'économie de marché. Voilà le malheur de mon beau pays. Et ma vie, c'est le combat contre ce malheur-là. Et je me reproche de n'avoir pas été assez pédagogue, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était donc le dernier entretien filmé de Michel Rocard, un entretien enregistré le 17 mai dernier et réalisé par Tristan Dessert et Clément Lacombe pour un documentaire qui sera diffusé à l'automne prochain sur notre antenne. Pour terminer cette émission tout de suite, le meilleur de Public Sénat aujourd'hui, c'est le zapping et il est préparé par Jordan Klein. Moi, je ne suis pas rocardien. Pour autant, maire d'Alfortville, je l'ai accueilli à plusieurs reprises dans ma commune. C'est un homme qui est resté avant tout un militant. Et moi, ce que j'ai apprécié notamment dans la partie du discours du président de la République, c'est que il a rappelé cette idée que nous faisons, en tous les cas, moi et mes amis, du socialisme. On a prêté à Michel Rocard d'avoir inscrit son identité dans un courant de la gauche française. On parlait de la deuxième gauche. Mais avant tout, c'est un homme qui était extrêmement attaché au Parti socialiste, aux idées du socialisme et qui était dans le rassemblement. Et pour lui, c'était le moteur de toute son action. Il aurait pu aussi inspirer la droite. Est-ce qu'il aurait pu incarner une forme de troisième voie à la française, selon vous, Michel Rocard? Je ne crois pas. D'abord, il a eu beaucoup de mal à convaincre, je dirais, le Parti socialiste, puisqu'en réalité, il n'a jamais été écouté d'une manière majoritaire au sein du Parti socialiste. C'est un homme qui venait du PSU. Je crois que l'hommage qui lui a été rendu, c'est l'homme politique, l'homme de conviction. L'application des idées, c'est très différent parce que il a toujours été minoritaire au sein de sa formation politique et aujourd'hui les hommages qui lui sont rendus sont en partie justifiés, mais ça démontre aussi une certaine nostalgie d'une certaine époque, alors qu'on connaît les difficultés, je dirais, actuelles de cette formation politique. Si vous vous étiez noyé, si le bateau avait sombré, qui l'aurait su? Personne. 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 Qu'est-ce que ça change? Vous auriez disparu. Ben, comme les autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux disparaître, mais tu n'as pas qu'un choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Si vous me disiez, est-ce qu'elle a la mort là-avant? Et il a su pour rester. Qu'est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux choisir rester en Libye ou aller avancer dans la mer? Moi, personnellement, même aujourd'hui, j'ai déjà fait ce passage-là. Les gens qui vivent en Libye, je comprends très bien par quelle raison ils prennent ce bateau-là. Je comprends très bien. 300 millions de plus, Monsieur le Président. C'est considérable au regard de la modestie du besoin. Et donc, il faut continuer. J'espère que les années qui suivront vont continuer cette progression. Depuis 2012, nous avons fait progresser le ministère de la Justice de 14%. Jamais aucun gouvernement ne l'avait fait. L'impasse dans laquelle Mme Taubira nous a conduits a profondément atteint le service public de la justice. Vous avez commencé par l'abandon du programme de création de 23 000 places en prison. Vous avez prétendu remplacer les courtes peines par des peines de contrainte pénale. Faute de moyens, elles ne sont pas mises en œuvre. Et aujourd'hui, vous improvisez avec des mesurettes, le divorce sans le juge, 4 millions d'économies pour la justice, 50 à 80 millions de dépenses pour les couples, car il faudra désormais 2 avocats. Cette improvisation n'est pas acceptable. Pour François Hollande, je trouve que les choses sont beaucoup plus dégradées. Il n'y a pas de capital sympathie. Je pense pas. Je crois qu'il n'y a aucun capital, en fait. Donc, au fond, le président n'est pas rentré dans les costumes de président. Ouais, il n'est pas rentré dans les costumes de footballeur non plus. J'ai joué au football avec lui. Contre le Variété, il y avait une équipe de l'Assemblée. Un bon joueur. Avant qu'il soit président. Qu'il soit président. Non, enfin, pas meilleur que moi, en tout cas. Donc, plutôt médiocre, mais plutôt sympathique. Et donc, on a fait un jour un match contre un Variété pour une association. Donc, il doit s'intéresser au football. Non, mais moi non plus d'ailleurs.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous politique sur l'antenne de Public Sénat, c'est demain matin à 8h, territoire d'info. Cyril Viguier reçoit le sénateur socialiste Luc Carvounas. Très belle soirée à tous sur notre antenne.